Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un récit fascinant, celui du voyage de l'âme. De ses toutes premières origines dans le cosmos jusqu'aux liens incroyablement puissants qui se forment ici, sur Terre. On va explorer ensemble les concepts d'âme sœur, d'âme jumelle et aussi les forces qui, d'après les sources qu'on analyse, tenteraient de mettre des bâtons dans les roues de ces unions. Alors, voilà le programme. On va suivre un parcours en 5 grandes étapes. D'abord, on remonte à la source, l'origine cosmique des âmes. Ensuite, on zoomera sur les fameuses âmes sœurs et jumelles. Puis, on verra les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Après ça, on découvrira le pouvoir immense de leur union. Et enfin, la mission collective qui en découle. C'est parti? Pour commencer, c'est logique, il faut revenir au tout début. Pour vraiment comprendre les liens qui nous unissent, il faut d'abord se poser la question, mais d'où viennent les âmes au juste? Alors l'idée, qui est assez belle, c'est que les âmes ne seraient pas créées une par une de façon isolée. Non, elles émergeraient ensemble, en grands groupes d'âmes, depuis le centre galactique. Et ça pourrait expliquer cette sensation de familiarité, de reconnaissance quasi instantanée qu'on peut avoir avec certaines personnes, comme si on s'était déjà connus, quelque part. Et le concept s'affine encore. Quand un de ces grands groupes entre dans notre univers, parce que la source appelle un portail de soleil central galactique, il devient une famille d'âmes. C'est un peu comme un clan cosmique, une unité plus soudée avec une mission commune. Et leur parcours avant d'arriver ici est une véritable épopée. Ces âmes auraient voyagé, accumulé de l'expérience dans des systèmes stellaires bien connus comme les Pléiades ou Sirius. Leur arrivée sur Terre ne serait donc pas vraiment un choix anodin. Elle serait souvent la conséquence de grands conflits galactiques, ou même, on le verra, d'une sorte de capture. C'est un point clé qui prépare le terrain pour la suite. Bon, maintenant qu'on a posé ce cadre très large, on va descendre à un niveau beaucoup plus intime, plus personnel. Comment tout ça se traduit dans les relations que l'on connaît, au fond? Alors, les âmes sœurs, qu'est-ce que c'est selon cette vision? Eh bien, il s'agirait de deux âmes bien distinctes, mais issues de la même famille d'âmes. Et leur particularité, c'est qu'elles peuvent créer entre elles un lien d'une profondeur incroyable. La source parle même d'une connexion de 6e dimension qui serait à l'origine de notre archétype culturel de l'amoureux, de la petite amie, du petit ami. Et puis, il y a un niveau de connexion encore plus fondamental, les âmes jumelles. Là, on ne parle plus de deux âmes qui se rencontrent, on parle d'un seul et même être qui, en entrant dans nos dimensions plus denses, se serait scindé en deux polarités, une masculine et une féminine. Leur lien, lui, vibrerait encore plus haut, jusqu'à la 7e dimension. Alors voilà, ce tableau résume bien la différence cruciale. D'un côté, les âmes sœurs, deux âmes séparées mais très proches. De l'autre, les âmes jumelles, les deux moitiés d'un seul être originel. C'est vraiment l'union primordiale. Et cette distinction fondamentale expliquerait pourquoi les rencontres d'âmes sœurs sont plus fréquentes que celles d'âmes jumelles, qui, elles, sont décrites comme extrêmement rares sur Terre. Et là, forcément, ça nous amène à une question absolument essentielle. Si ces connexions, surtout celles des âmes jumelles, sont si puissantes et si naturelles, qu'est-ce qui les empêche de se produire plus souvent? Oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Si ces liens sont si fondamentaux, pourquoi a-t-on l'impression qu'ils sont l'exception et non la règle? Eh bien, l'explication qui est proposée nous plonge au cœur d'un véritable conflit à l'échelle cosmique. Et c'est ici qu'entrent en scène les antagonistes de l'histoire, les archontes. Selon ces textes, leur motivation principale serait la peur. Ils chercheraient activement à empêcher ces unions sacrées, car l'énergie qui se dégage d'un couple d'âmes jumelles réunies serait tout simplement la force la plus puissante et la plus libératrice de l'univers. Une force qui menacerait directement leur système de contrôle. Et pour exercer ce contrôle, leur stratégie serait, d'après la source, très spécifique. La clé de voûte de leur système reposerait sur le contrôle de l'énergie sexuelle féminine, perçue non pas comme quelque chose de répréhensible, mais au contraire comme une force créatrice et libératrice absolument fondamentale. Alors, concrètement, comment s'y prendrait-il? La stratégie décrite est assez méthodique. Ça va de la création de disputes, de drames dans les relations, à des manipulations plus sournoises comme le fait de désactiver un des deux partenaires pour créer de la souffrance. Ils induiraient aussi la jalousie, la possessivité, ils utiliseraient même des technologies pour nous isoler les uns des autres. Et regardez ces deux points, rendre les femmes physiquement passives et les hommes émotionnellement passifs. C'est une stratégie de division. Enfin, ils encourageraient un fantasme d'âme jumelle complètement irréaliste pour qu'on ne reconnaisse jamais la vraie connexion quand elle se présente. D'accord, le tableau est un peu sombre, on a posé le problème. Mais maintenant, tournons-nous vers la lumière, vers la solution. Face à toutes ces interférences, comment fait-on? Comment peut-on espérer retrouver cette connexion sacrée?
La source propose 4 clés, très personnelles, pour commencer le travail de reconnexion à sa propre essence, à son âme. D'abord, une sincérité absolue avec soi-même. Ensuite, s'autoriser à ressentir ses émotions, toutes ses émotions, et les intégrer. Troisièmement, prendre le temps d'apprécier la beauté autour de nous. Et enfin, bien sûr, la méditation pour calmer le mental et contacter sa présence supérieure. Et là, on aborde un concept plus complexe mais fascinant. Le pouvoir ne résiderait pas seulement dans l'union de 2 personnes, mais dans le réseau tout entier. L'idée, c'est que tous les liens qui se tissent au sein d'une famille d'âmes finissent par créer une structure énergétique collective, une sorte de vortex surpuissant qui serait capable, littéralement, de briser le système de contrôle, la fameuse matrice. L'objectif final, le but ultime de toutes ces connexions, c'est donc l'union sacrée. Et attention, ce n'est pas juste une histoire d'amour romantique, c'est une fusion complète, totale, sur tous les plans, spirituel, mental, émotionnel et physique. Et c'est dans cette fusion totale que se trouverait la clé de l'immortalité et de l'ascension. Et ce savoir n'est pas nouveau, loin de là. Il s'agirait d'un héritage précieux préservé à travers les âges par des lignées de prêtresses qui, depuis l'époque de l'Atlantide, auraient gardé vivants les mystères de l'union sacrée et utilisé son énergie pour la guérison et pour maintenir une forme d'harmonie sur la planète. On arrive à notre dernière section, et c'est là que tout ce parcours très personnel prend une dimension beaucoup plus vaste. On passe de l'individu au collectif. Ce graphique, il est très parlant. Il met en perspective cette histoire d'interférence. On voit un niveau de perturbation assez bas avant une période charnière, puis une augmentation spectaculaire ces 5000 dernières années. Une période qui correspondrait, selon la source, à ce qu'elle nomme l'invasion archonte-Kurgan. On comprend donc que le chemin de reconnexion à son âme sœur ou jumelle n'est pas juste une quête de bonheur personnel. C'est bien plus grand que ça. Ça s'inscrit dans une mission collective, la libération planétaire. Chaque couple qui se retrouve, chaque lien qui se guérit, c'est une maille de plus dans le grand filet de lumière qui est censé libérer tout le monde. La source se termine sur une vision d'avenir pleine d'espoir. Après un grand basculement, un événement, le contact serait rétabli avec des alliés galactiques. De nouvelles formes de relations basées sur l'amour de l'âme pourraient enfin s'épanouir, y compris des unions polyamoureuses ou de même sexe, totalement libres de toute interférence. L'union sacrée serait alors activement soutenue. Et on termine sur cette question qui est une invitation à la réflexion. Et si nos relations les plus intimes, la façon dont on aime et dont on se connecte aux autres, n'était pas juste une affaire privée? Et si, au contraire, l'union personnelle était la véritable clé, la pièce maîtresse du destin collectif de toute l'humanité? Ça laisse songeur.